certaines personnes en fait considèrent, à juste titre ou pas, hein, que certaines informations qui sont tout à fait licites, hein, qui n'ont pas été du tout collectées de manière illicite ou sans consentement de la personne, ne doivent plus apparaître au bout d'un certain moment dans les bases de données. Et donc l'affaire qui a donné lieu à cette révélation du droit à l'oubli numérique, c'est une affaire du 13 mai 2014 devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, là encore, hein, une cour qui n'en finit pas de surprendre et d'affirmer les principes européens. Et c'est un citoyen espagnol qui a déclenché, je dirais, un petit peu cette tempête, si je puis dire, puisque en fait, il s'agissait d'une affaire où ce monsieur, qui s'appelle monsieur Costera González, avait en 1998 eu affaire malheureusement pour lui à une vente sur ses immobilières à la suite de dettes accumulées auprès de la sécurité sociale espagnole. Donc on vendait ses biens, il y avait donc eu en fait une annonce de passer dans un certain journal espagnol indiquant que des biens immobiliers lui appartenant étaient donc mis en vente. Il s'avère que 12 ans plus tard, ce citoyen espagnol, en tapant son nom sur le moteur de recherche Google, voit sortir en premier sur les résultats de recherche la vente de 1998 de ses biens. Donc il estime que ça lui porte préjudice parce que depuis, ça fait quand même 12 ans, il a retrouvé une situation financière saine et donc il trouve ça un petit peu ennuyeux que la première personne qui tape son nom sur Google voit apparaître qu'à un moment ou à un autre, il a fait l'objet d'une saisie immobilière de ses biens parce qu'il y avait un problème de recouvrement de dettes de sécurité sociale. Et donc, il s'adresse à la CNIL espagnole pour qu'en fait, soit non seulement retiré des pages du journal espagnol la référence à son nom, mais aussi que Google désindexe son nom sur justement ce lien qui renvoie sur le journal espagnol. La CNIL espagnole se saisit du sujet et considère finalement que vis-à-vis de Google, on pourrait considérer qu'un moteur de recherche est un responsable de traitement, au même titre que n'importe quelle entreprise qui publie des informations ou qui collecte des informations personnelles, et donc qu'il doit faire effectivement un respect du droit à la protection des données personnelles, et donc par conséquent que la directive s'applique et que le droit à l'oubli s'applique. Et c'est là où on va partir dans une bataille juridique, puisqu'en fait, Google, qui est en fait représenté à la fois par Google Spain, donc sa filiale espagnole, et Google Inc., puisque les deux ont été attraits en fait par le justiciable, va faire un recours devant la Cour suprême espagnole en indiquant qu'elle considère que la directive ne s'applique pas à elle puisqu'elle est entreprise américaine et que Google Spain, qui est établi sur le territoire espagnol, n'est là que pour vendre de l'espace publicitaire sur le moteur de recherche. Et donc ce n'est pas cette entreprise-là qui gère le moteur de recherche. Et là, les conclusions de l'avocat général, puisque la Cour de justice est saisie sur question préjudicielle, vont clairement dans le sens du moteur de recherche, puisque l'avocat général considère qu'un moteur de recherche, ce n'est pas lui qui va bâtir la base de données. Le moteur de recherche, il ne fait que prendre les informations que d'autres entreprises ont mises sur le net, justement. Elle ne fait que référencer, organiser quelque chose qui sinon serait chaotique sur l'Internet et qui permet de retrouver plus facilement. C'est véritablement ça la défense qui est mise en œuvre par Google. Et puis, autre point, c'est qu'ils considèrent que territorialement, ils ne sont pas présents dans l'Union européenne et donc que par conséquent, on ne peut pas leur appliquer des dispositions relatives à la directive. La Cour de justice de l'Union européenne considère que ce n'est absolument pas le cas. Et elle va répondre en 4 points très clairs. Le premier point, c'est est-ce qu'un moteur de recherche peut ou non être considéré comme un responsable de traitement? La réponse est clairement oui. Je vous lis juste l'attendu de principe. La Cour de justice considère que l'activité d'un moteur de recherche, ça consiste à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, donc elle reconnaît que c'est vis-à-vis d'autres entreprises, hein, ces informations ont été collectées, mais elle consiste aussi à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, ce qui doit donc être qualifié de traitement de données personnelles. Donc, premier point de passage, un moteur de recherche est donc un responsable de traitement. Autre point qui posait difficulté, est-ce que la directive s'applique à une entreprise qui n'est pas située dans l'Union européenne? C'était un grand débat. Et effectivement, là encore, la Cour de justice considère que tel est le cas, puisque le fait en fait d'avoir une filiale sur le sol espagnol, qui en fait vend de l'espace publicitaire pour le compte de l'entreprise mère située aux États-Unis, qui elle gère le traitement de données personnelles, fait qu'il y a une représentation sur le territoire de l'Union européenne et donc par conséquent la
s'applique. Donc une fois qu'on a dit que la directive s'appliquait, le tout est de comprendre, parce que là ça s'applique à un moteur de recherche, mais demain ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise. Comment est-ce que l'on va déterminer si oui ou non on va effacer les données ou pas? Parce qu'il y a aussi, au-delà du droit à l'oubli, il y a d'autres droits qui émergent, c'est bien entendu le droit à l'information, le droit de la presse, et bien entendu éviter tout ce qui pourrait être considéré comme des censures. Et donc là, la Cour répond également, puisqu'elle indique qu'il est de la responsabilité de l'exploitant du traitement de données, justement de se poser certaines questions pour voir si oui ou non le principe doit être mis en œuvre. Quels sont ces traitements, ces questions qui doivent être posées? Elles ont clairement été indiquées en fait par la CNIL et par justement l'article 29 qui, je vous le rappelle, regroupe l'ensemble des CNIL européennes. Quelles sont-elles? La première question à vous poser, c'est par rapport aux plaignants. Est-ce que c'est bien une personne physique? Parce que si c'est une personne morale, il n'y a pas de droit à l'oubli. Je vous rappelle que les traitements de données personnelles ne concernent que les individus. Les personnes morales ne peuvent absolument pas rentrer dans le champ d'application de la loi 78 ou de la directive européenne. Donc, premièrement, est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que c'est une personne publique? Là encore, s'il s'agit d'une personne qui a une forte notoriété publique, qui a fait le choix d'étaler certaines informations au public, on va considérer que là encore, le droit à l'oubli n'a pas vocation à s'appliquer. Est-ce qu'il s'agit d'un mineur? Effectivement, si c'est un mineur, vous pouvez considérer presque automatiquement que le droit à l'oubli va jouer. Et on verra qu'il y a une disposition très nouvelle qui va être mise en œuvre dans notre droit, qui est la nouvelle loi sur la République numérique, qui prévoit automatiquement l'effacement des données des mineurs. Donc là, il n'y aura même plus la question à se poser. Autre point à se poser, est-ce que la recherche se fait bien sur le nom de la personne? C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une mise en situation, on pourrait en déduire que Madame X était bien présente à un événement et que ça apporte plus ou moins préjudice le fait qu'on retrouve ça sur Internet. C'est est-ce qu'il y a bien le nom de la personne qui est indiqué ou pas dans le traitement dont on demande la suppression. Une fois qu'on a passé ce premier test, on va faire un deuxième test qui est en fait lié au caractère des données qui vont être collectées. Les données qui sont collectées, en fait, on va s'assurer qu'elles sont bien exactes. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'elles ne sont pas excessives par rapport à la finalité du traitement en lui-même. Donc on va s'assurer qu'elles ne sont pas diffamatoires, qu'elles ne relèvent pas de l'injure, que par exemple elles sont bien sur des faits vérifiés, qu'elles ne reflètent pas par exemple uniquement une opinion personnelle de quelqu'un, laquelle pourrait être considérée quand même comme rentrant dans la sphère privée et donc n'ayant pas vocation à perdurer sur une base de données ou sur Internet. Troisième test que l'on va faire, c'est s'agit-il d'informations dites sensibles? Je vous rappelle, les informations sensibles, ce sont les opinions politiques, les opinions syndicales, les croyances religieuses, les données de santé, ce genre de choses. Donc, cela a-t-il trait ou pas à des données sensibles? Si ça a trait à des données sensibles, on va plus avoir tendance à considérer qu'il y a un droit à l'oubli qui va s'appliquer. Quatrième test en fait, que l'on va faire, c'est vis-à-vis en fait, du traitement de l'information, vis-à-vis justement du plaignant. Est-ce que ça a un impact sur sa vie privée? Est-ce que ça a un impact sur sa vie professionnelle? Est-ce que ça peut créer des risques à sa personne? Et on va le voir dans deux décisions de justice qui sont très concrètes, que parfois vous pouvez avoir des menaces de mort qui sont en fait perpétuées sur Internet, et donc par conséquent, là on va demander à ce que les données soient effacées. Dernier test qui doit être fait, c'est comment la publication a été effectuée. Et c'est là où en fait chaque responsable de traitement va devoir se poser la question. Est-ce que c'était fait parce qu'il y avait une obligation légale de publier l'information ou de la détenir? Est-ce que ça a été fait parce qu'il y avait par exemple une infraction pénale et qu'il était nécessaire donc du coup d'y faire référence pour que les gens sachent par exemple que on ne va pas par exemple contracter avec telle ou telle personne parce qu'elle est sous le coup d'une condamnation? Est-ce que ce sont des choses qui ont été publiées à des fins journalistiques? Ce sont l'ensemble de ces questions-là qui doivent être posées pour savoir si, entre le respect du droit à l'oubli et le respect du droit à l'information, le respect du droit à l'oubli doit ou non prévaloir. Sachez que tout un système a été mis en œuvre par les moteurs de recherche à l'heure actuelle. Pour l'instant, il n'y a que qui les mettent en œuvre, pas les entreprises de droit, je dirais, privé au sens large. Ce système, en fait, c'est un formulaire que chaque internaute peut remplir pour demander l'effacement de ses données. C'est donc le moteur de recherche lui-même qui va être juge dans un premier temps pour savoir si oui ou non il fait droit à la requête. Et en fait, s'il n'y fait pas droit, c'est uniquement là que le plaignant peut saisir la CNIL. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'abord de faire un droit d'opposition auprès de vos organismes pour pouvoir demander l'effacement des données. On peut directement le faire auprès du moteur de recherche et si celui-ci ne fait pas droit à la demande,
saisir la CNIL ou les autorités de justice. Sachez, pour vous donner une petite idée, qu'il y a 1,2 million URL qui ont été revus par Google en moins d'un an, qu'il y a eu 344 000 demandes et que 42% des demandes ont abouti à l'effacement des données. Ce qui prouve quand même qu'il y a énormément d'informations qui circulent et qui parfois ne sont pas véritablement très utiles, je dirais, pour effectivement le traitement en question. Alors, 2 décisions très rapides de justice pour vous donner en fait justement une idée en fait des conséquences que cela a sur notre... Une ordonnance de référé du TGI de Paris du 19 décembre 2014. Là, on a affaire en fait à une internaute qui constate que sur Internet, on peut trouver assez facilement en fait, une information qui démontre qu'en 2006, elle a été condamnée pour escroquerie et qu'elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 3 mois ferme. Cette personne, en fait, a du mal à retrouver un emploi, mais surtout, elle est candidate aux élections municipales et elle est élue. Et en fait, il s'avère qu'une personne, une fois qu'elle est élue, va sortir de manière anonyme cet entrefilet que l'on trouve facilement. Et cette personne va être obligée de démissionner de ses fonctions au vu du scandale que cela va engendrer. Elle demande donc que l'information soit effacée. Elle s'adresse en fait, là en l'occurrence c'est Google, elle s'adresse à Google et Google refuse parce que considère que c'est une information qui concerne une condamnation pénale, que ce n'est pas du tout, c'est une information licite et qui peut être encore portée à la connaissance des citoyens. Le tribunal de grande instance de Paris n'a pas la même vision que Google pour une bonne raison. C'est qu'en fait la condamnation qui a été prise à l'encontre de cette personne en 2006 ne portait pas inscription au bulletin judiciaire. Vous savez, il y a 3 niveaux, 3 volets dans le bulletin judiciaire. Vous avez un volet numéro 3 qui est accessible en fait aux employeurs sous certaines conditions et qui peut en fait indiquer les condamnations de votre futur candidat à l'emploi. Les juges n'avaient pas estimé en 2006 nécessaire de porter cette inscription au casier judiciaire de la personne. Et donc les juges de considérer qu'à partir du moment où un employeur qui ferait la démarche n'aurait pas accès à cette information, il n'était pas logique qu'en googlisant la personne sur Internet, l'employeur trouve cette information. Alors même que les juges estimaient que l'escroquerie ne méritait pas de ficher dans le casier judiciaire. Donc, le TGI de Paris demande à Google d'effacer ce type d'information. Là, on voit une application très pratique du droit à l'oubli. Autre décision, beaucoup plus, je dirais, peut-être importante, qui a été prise par la Cour d'appel de Paris le 12 mai 2015. Là, c'est le président de la République de Djibouti qui, en fait, fait une action contre Facebook cette fois-ci, puisqu'en fait, il était menacé de mort au travers de 3 profils créés sur Facebook. On attentait en fait à sa vie, à sa famille, etc. Et c'était en fait des profils qui ne visaient qu'à instiller la haine à l'encontre de cette personne. Le président fait donc un recours pour que justement Facebook puisse en fait effacer ces données. Alors, je vous passe le combat juridique qui était de se dire que Facebook n'était pas sur le territoire européen et que par conséquent le droit à l'oubli ne s'appliquait pas. Toujours est-il que ce n'est effectivement pas Facebook Corporation qui en fait est en charge du traitement des données personnelles des Européens, c'est Facebook Irlande. Et en fait, le président de Djibouti n'avait pas attrait à la cause Facebook Irlande, mais Facebook France et Facebook US, si je puis dire. Toujours est-il que la Cour d'appel de Paris considère que l'atteinte qui est portée à sa personne est suffisamment grave pour justement ordonner la clôture des 3 profils en question, l'effacement de l'ensemble des données et transmettre justement les adresses IP de ces profils à la justice pour qu'on puisse effectivement savoir qui est derrière ce type d'investigation. Donc voilà à peu près le cadre tel qu'il se dessine aujourd'hui. Autre point très important, c'est donc le règlement européen qui va finalement, je pense, rentrer en vigueur à un moment ou à un autre l'année prochaine, en tout cas tout le monde l'espère, qui prévoit lui aussi un renforcement du droit à l'oubli en faisant clairement un article sur le droit à l'effacement et qui donc en fait un principe majeur, je dirais, de la nouvelle réglementation européenne et qui donc, je vous le rappelle, a normalement vocation à s'appliquer directement chez nous, puisque plus une directive, c'est un règlement et donc l'ensemble des entreprises vont être soumises à ce règlement dès qu'il rentrera en vigueur.